Bouba, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le professeur Mbaye Aw, économiste planificateur. Il est également formé par le système des Nations Unies, membre du laboratoire LARET de la FASEG, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Le FMI a parlé de l'économie sénégalaise, disons du système fiscal sénégalais. Effectivement. Quel regard portez-vous sur ce système fiscal d'abord? Oui, en réalité, le système fiscal sénégalais est un système comme d'autres systèmes. Et ça a ses forces comme ça a ses faiblesses. Mais le FMI a déjà commencé par parler réellement de la croissance. Et en économie, il est bon de faire une comparaison dans le temps. Oui. Et regardons maintenant la croissance qui est à 6% en 2016. Effectivement, je rappelle qu'en économie, on prend un certain nombre d'années pour pousser une analyse bien déterminée. Je pense bien qu'en 2012, le taux de croissance était au rouge. Je pense qu'on effleurait 2,1%. En 2016, quand on passe qu'à 6%, on a utilisé ce qu'on appelle une politique budgétaire active. Cette politique budgétaire active consistait à augmenter la consommation en utilisant une politique fiscale. En faisant quoi? L'État a commencé par réduire le taux d'impôt sur les salaires. Et le taux d'impôt des ménages les plus pauvres diminuant, les gens vont utiliser les surplus de leur salaire dans la consommation. Et en plus de ça, l'État l'a accompagné en augmentant ce qu'on appelle les allocations sociales avec les fameuses bourses familiales. Oui. Tout ça, on crée un gap au départ pour relancer l'économie, la machine. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce gap, il y a des ressources qui viennent au niveau des ménages qui vont l'utiliser au niveau de la consommation. Et que cette consommation va insister au niveau des entreprises qui vont produire pour avoir cette demande supplémentaire, pour rattraper ça. Et ça augmente les investissements. Ça permet à l'économie de souffler. Exactement, parce que la consommation augmentant, l'investissement augmentant, la production va augmenter. Et qui dit production parle de croissance. Et si la croissance dit bonjour, le nombre d'entreprises va augmenter, la concurrence augmentant, la fiscalité va se redorer. Donc le gap qui a été créé en amont est résorbé en aval. Oui, justement, on a un déficit budgétaire de 4,2% en 2016, qui sera de 3,7% en 2017. Correct? Oui, c'est normal parce que les mêmes effets conduisant les mêmes causes, il est bon de reprendre le déficit qu'on avait créé en amont. N'oubliez pas qu'on avait créé un déficit budgétaire pour booster l'économie en avance. Mais ça, c'est une politique conjoncturelle qui permet à une économie de reprendre la marche. Maintenant, puisqu'on a repris la marche, on ne cesse de voir notre déficit qui tend vers les normes de l'UEMOA qui est de 3% de déficit budgétaire par rapport au PIB. Oui. Donc, quand le FMI demande aux Sénégalais de payer l'impôt, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que cela signifie que notre système fiscal est mal organisé quelque part ou bien il est tout simplement à parfaire? Oui, je pense bien que la pression fiscale que nous remarquons dans ce pays est une pression fiscale qui est acceptable vu des autres pays de l'UEMOA. Nous ne sommes pas un pays où la pression fiscale est très élevée. Mais quand même, comme vous l'avez dit, il est extrêmement important de revoir les faiblesses et de les corriger. Et effectivement, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a beaucoup de faiblesses. Et parmi les faiblesses, normalement, le FMI a parlé de l'élargissement fiscal. De l'assiette fiscale. De l'assiette fiscale. Et cet élargissement de l'assiette fiscale est composé de deux parties. Lesquelles? Il y a ce qu'on appelle les niches fiscales et il y a ce qu'on appelle l'équité fiscale. Au niveau des niches fiscales, on peut parler réellement de ce qu'on appelle le secteur informel dont vous en avez parlé tout à l'heure. Et ensuite, on peut parler de l'optimisation fiscale. Maintenant, si on entre dans un petit détail... L'optimisation fiscale, c'est pour ceux qui paient déjà? Oui, mais qui cherchent à ne pas payer en créant des entreprises ailleurs, ce qu'on appelle le Panama Papers. Et jouant le jeu, ils utilisent des textes d'évasion fiscale. C'est évasion fiscale. C'est différent maintenant de ce qu'on appelle la fraude fiscale. Tout à fait. Maintenant, ce secteur informel est un secteur qu'il faut essayer de formaliser. En faisant quoi? Normalement, vous savez, une production dans une économie est socialement organisée. Organisée par quoi? Par les institutions. Donc, on doit revoir les institutions afin que tout Sénégalais qui se lève et qui travaille puisse être répertorié, avoir même des cartes d'accès pour qu'on puisse l'appeler pour qu'il paie des impôts correctement. Mais ça, quand même, ça nécessite un travail himalayesque, un important travail. Si on doit quand même
procéder ainsi pour le secteur informel? Oui, c'est une histoire de filière. Donc, on prend chaque filière, par exemple les BTP, le secteur manufacturier. On peut voir dans chaque secteur qui y travaille, qui y joue quel rôle. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, on peut trouver des cartes d'accès. C'est bon, j'ai vu que la direction de la statistique fait actuellement un recensement des entreprises informelles et formelles, mais c'est encore mieux encore de leur fournir des possibilités d'identification. Ça pourra aider dans la fiscalité. Exactement. Oui. Mais de l'autre côté aussi, on peut parler de l'équité fiscale. Et dans l'équité fiscale, là, c'est le rôle de l'État qui revient. Parce qu'au niveau de l'équité fiscale, normalement, tous les Sénégalais doivent payer l'impôt. Au nom de quoi, des fois, l'État renonce à prendre des impôts, c'est pour inciter les autres à venir dans ce pays. C'est bon, mais il ne faut pas fausser un tout petit peu la concurrence. Parce que si vous êtes dans un même secteur et qu'on accorde à l'autre des exonérations, des exemptions fiscales et que l'autre ne paie pas, ça crée des problèmes. Oui. En utilisant peut-être les voies politiques, des choses comme ça. Justement, on veut un système fiscal efficace. En même temps, on exonère certaines entreprises. Comment concilier les deux pour qu'on ait un équilibre parfait? Exactement. Vous avez parfaitement raison. Pour équilibrer, il suffira d'essayer de redonner la force au ministère de l'économie et des finances et empêcher aux autres ministères de délivrer par exemple des papiers, des permis qui permettent à quelqu'un d'autre d'utiliser les ressources du pays sans pour autant payer de la fiscalité. Par exemple, il y a des exonérations, il y a des remises gracieuses que les gens observent et ne comprennent pas. Il faut reconnaître quand même quelque part, c'est légal. Hein? C'est légal. Oui, c'est légal, mais il faut imaginer, il y a ce qu'on appelle les gens qui nous viennent d'ailleurs, mais il y a des gens qui viennent de l'économie. Donc, dans ce cas, il y a un équilibre qu'il faut rechercher. Quand vous êtes dans le même secteur, par exemple des BTP, et que l'autre gagne plus de 100 hectares, et qu'il a la possibilité de ne pas payer les impôts, c'est différent peut-être du Sénégalais lambda qui a fait payer des hypothèques, qui a pris toutes les garanties du monde pour ouvrir son entreprise immobilière et qu'on lui demande de payer des impôts là-dessus. Vous avez faussé un tout petit peu les règles de la concurrence. Oui. Au-delà de ceux qui ne paient pas l'impôt au Sénégal, peut-on dire qu'on paie correctement ou normalement l'impôt dans notre pays, professeur? Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que présentement, ce qu'on observe, ce sont les travailleurs qui paient plus de 90% avec les retenues. Les chefs d'entreprise, il y en a certains qui paient correctement, mais la plupart d'entre eux ne paient pas correctement l'impôt. Ça, c'est un réel problème à éliminer, ce qu'on appelle la fraude fiscale. Et ensuite, on doit parler aussi de nouveaux secteurs, parce qu'au niveau de l'équité fiscale, on peut citer en même temps ce qu'on appelle la nouvelle réglementation avec le secteur minier, avec le secteur pétrolier. Nos services fiscaux, là, c'est une proposition que nous pouvons faire, essayer de former nos services fiscaux à cela, parce qu'ils ont affaire avec des entreprises qui sont des multinationales, qui viennent avec toute l'expérience qu'elles ont. Et si on ne fait pas attention, il y a plein de ressources fiscales qui risquent de nous échapper. Et en même temps aussi, je dois parler un tout petit peu du secteur des télécoms. Je dois reconnaître que le secteur des télécoms est sous-fiscalisé dans notre pays. Sous-fiscalisé, il faut beaucoup d'impôts dans ce domaine. Oui, il y a beaucoup d'impôts qui nous échappent. Par exemple, si vous amenez votre conteneur au terminal conteneur à Dakar, vous payez les droits de dédouanement et tout, décapotage et tout. Alors que si quelqu'un descend au niveau de l'aéroport avec son logiciel et qui lui fait 8 millions de jours par entreprise, et comment est-ce qu'on peut fiscaliser ce genre de transactions? À réorganiser donc. À réorganiser totalement. Alors, le FMI dit qu'on ne doit pas simplement investir dans le domaine des infrastructures. Vous êtes d'accord? Oui, je suis absolument d'accord, parce que n'oubliez pas que ce qui a porté le taux de croissance à ce niveau, ce n'est rien d'autre que l'application du PSE qui est basée sur ce qu'on appelle, nous en économie, ce qu'on appelle la croissance endogène. Et dans la croissance endogène, il n'y a pas que les infrastructures, il y a l'éducation et il y a aussi ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Les infrastructures jouent un rôle fondamental dans le développement d'un pays. Naturellement, c'est ce qui permet ce qu'on appelle la libre circulation des moyens de production. Mais au-delà de ça, il y a le capital humain. Quand on regarde notre système éducatif, ça ne sort pas des hommes de métier. Alors qu'actuellement, pour que le pays se développe, il va falloir qu'on produise. Il faut lancer les usines de production. Et dans ce cas, il va falloir que l'éducation soit orientée vers tout ce qui est technique et tout ce qui est professionnel. Et en plus de ça, normalement, le troisième point, c'est la recherche fondamentale. Donc l'État doit
pousser les universités, les chercheurs à avoir de bonnes ressources de recherche, parce que ce n'est pas au secteur privé de faire la recherche fondamentale. Le secteur privé fait juste la recherche appliquée. Donc, la réforme de certains secteurs pour mieux attirer les investisseurs, vous pensez à quel secteur par exemple? Oui, comme je vous l'ai dit tout au départ, la production dans une économie est une activité qui est socialement organisée. Le secteur qui fait passer une économie sous-développée vers le développement, c'est le secteur manufacturier. Il va falloir qu'on essaie de regarder les PME et PMI qui sont dans ces secteurs. On doit les inciter, on doit les autoriser à ouvrir davantage d'entreprises et les soutenir comme nous sommes en train de faire avec l'oignon, avec les pommes de terre et un tout peu avec le riz présentement. On doit soutenir ces entreprises à devenir de grands fleurons. Notre système fiscal, il est bon? Oui, il est très acceptable par rapport aux autres pays. N'oubliez pas que même notre dette souveraine actuellement se porte bien par rapport au FMI dont vous me faites part. Oui, parce qu'on nous parle d'un endettement important, même si le Sénégal peut encore s'endetter par rapport à cette question. Oui, n'oubliez pas aussi qu'ils ont dit dans le même article que le Sénégal est le seul pays où le risque d'endettement est très bas. Et ça, très bas, et en même temps, il dit qu'il ne faut pas faire d'endettement inutile. Oui, en fait, il n'y a pas d'endettement inutile. Peut-être c'est l'arbitrage. Et quand vous dirigez une économie, c'est une histoire d'arbitrage par où vous devez balancer les ressources que vous avez empruntées. Et ça, normalement, s'ils respectent leur papier de planification de développement, ça peut ne pas causer de problème naturellement. Très bien. Avec le PSE, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat au plan économique? Oui, je pense bien que si c'est auto-entretenu, parce que si ce n'est pas auto-entretenu, ça cause problème. Naturellement, s'ils continuent sur le même volet, en investissant dans le secteur manufacturier, ils vont ouvrir ce qu'on appelle des secteurs à fort potentiel de main-d'œuvre, ce qui fait que tous les Sénégalais vont trouver du boulot, parce qu'actuellement, le problème, c'est le chômage. Et aussi bien au niveau du secteur manufacturier, mais aussi au niveau des institutions. Si on redescend les institutions à notre niveau, on peut avoir la possibilité de recruter davantage, parce que dans une économie qui est en voie de développement, mieux vaut augmenter les institutions de contrôle, parce qu'il va falloir qu'on contrôle tout le monde. Et je pense bien que moi, je suis sénégalais, je suis dedans. Oui. L'homme sénégalais, c'est quelqu'un qu'on doit remettre sur le rail. La toute dernière question, c'est par rapport à toutes ces ressources pétrolières et gazières qu'on a découvertes sous notre sous-sol. En mettant tout cela dans un même panier avec le PSE, je parle du PSE. Je pense que ça aurait été... En termes de projection, d'ici combien d'années on peut avoir une croissance à 2 chiffres? Il faut quand même rêver. Je pense bien que si réellement les conditions sont respectées, ça peut donner quelque chose de très bon pour l'économie sénégalaise jusqu'à ce qu'on atteigne l'émergence. Et pour cela, tout ce qu'on puisse dire actuellement pour que les Sénégalais puissent comprendre, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle des innovations. Essayer de précéder l'exploitation du pétrole et des mines, de former les Sénégalais, tant au niveau des métiers, tant au niveau de la fiscalité, et de réveiller les Sénégalais pour qu'ils puissent contrôler leurs propres ressources, de telle sorte que toutes les ressources seront nationalisées. Et réellement, si on parvient à renationaliser un tout petit peu la plupart de nos ressources, on atteindra ce qu'on appelle l'émergence économique. Professeur Mbaye Aw, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste, planificateur, formé par le système des Nations Unies, membre du laboratoire l'ARET de la FASEG, enseignant à l'UCAD. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie et je vous dis aussi happy birthday. Et puis merci beaucoup. Je remercie tous mes collègues. Merci. Merci et joyeux anniversaire à tous les travailleurs du groupe Futur Média. Bouba, c'est fini pour ce soir. Demain, retrouvez sur ce même plateau Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.